production, c'est Laurent Jacquet pour LJVL, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être invité par l'entreprise Le Pagnol qui se situe à Tain-l'Hermitage. C'est une entreprise française, classée entreprise du patrimoine vivant. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de fours à pain, fours à bois, fours à pizza, avec une terre locale, l'ensemble 100% made in France. Allez, je vous emmène, on va faire le tour. Là, c'est la trémie de réception des matières qui sont stockées là-bas. D'accord. Donc, les feldspaths, les kaolins, la chamotte. Également une argile colorante du Massif central quand on fait des briques qui ont besoin de plus d'alumine et plus de couleur, parce qu'il se fabrique ici et des briques et des fours à bois et des dalles de radiateurs électriques. D'accord, je savais pas, tiens. Pour les qualités naturelles de conservation de calories de notre terre blanche de Lernain. On met la terre dans la trémie et derrière on voit elle descend, elle passe sur le convoyeur et elle est injectée derrière. Voilà. Et on va aller voir derrière. Nous étions là derrière tout à l'heure. D'accord. Les matières sont convoyées, sont finies par un broyeur qui est ici. Ok. Ah oui, donc là ce qu'on voit abriter, ça c'est un tapis roulant ça. C'est un tapis roulant. D'accord. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Les trémies sont pleines. Dans cette armoire électrique, il y a des variateurs de vitesse. Donc on fait varier la vitesse des tapis qui sont en bas des trémies. D'accord. En fonction des proportions, en fonction de l'humidité de la matière. Donc il y a une prise d'humidité qui se fait à chaque début de poste. Par le labo, on va voir ce qu'il y a dans la trémie, quelle est la qualité, et on va faire les réglages pour avoir finement les proportions nécessaires avec un tapis collecteur qui récupère les différentes matières, 2, 3, 4, et qui les emmène dans la partie fabrication. D'accord, et donc elles sont mélangées entre parenthèses proportionnellement sur ce tapis. Exactement, elles se posent les unes sur les autres sur ce tapis, elles seront mélangées ensuite dans la mouleuse. Très bien, ok, bon bah c'est cool. Comme on l'a vu derrière, on a les trémies de réception. D'accord. Le mélange qui se fait avec les variateurs de vitesse et le tapis collecteur des différentes matières. D'accord. Et c'est donc envoyé dans la pièce de fabrication avec deux lignes identiques. Ok. Les produits blancs et les produits colorés. Ok, très bien. La matière arrive et convoyée sur le tapis. Ah ouais, nickel. Elle tombe dans un mélangeur. D'accord. On rajoute de l'eau. Très bien. Tout ça est mélangé. Donc là, ça malaxe tout, impeccable. Ça mélange terre et eau. Et la forme des vis pousse la matière dans le cœur de la filière, de la mouleuse. Et là, il se passe quelque chose d'important, c'est qu'on fait le vide. D'accord. Donc on enlève l'air et pour donner de la cohésion à la matière. Et en fait, ce qui est essentiel dans nos métiers, c'est de fabriquer un produit qui a un squelette et des muscles. Ce mélange se fait et dans la chambre à vide, on va enlever l'air, les gros grains vont s'empiler le mieux possible et la terre fine va enrober tout ça. On va sortir un pain continu. Là, vous en avez un exemple. Ah oui, d'accord. Parce que, voilà, mais voilà, ça sort en continu. Génial. Et ensuite, on va couper à la bonne longueur avec un fil à couper le beurre. Avec un fil à couper le beurre, très bien. Donc la machine donne le rythme et coupe le pain continu qui avance. La brique, une fois qu'elle est sortie, elle est coupée, elle continue à avancer et elle tombe ici dans une alvéole et elle est recalibrée et finie. Et ensuite, elle sort de la machine. Elle est empilée tout de suite, prête à sécher là. Alors, elle est empilée avec l'espace nécessaire pour que le séchage se fasse. Dans de bonnes conditions. C'est ce que l'on voit un peu partout. Tout ce qui n'est pas chez nous sous housse, c'est en cours de séchage avec un empilage qui lui permet de sécher. Donc le séchage, il y a deux parties. Il y a un repos nécessaire parce que la matière, on l'a quand même un peu brusquée, on l'a forcée à passer à des endroits qu'elle n'avait pas choisi. Donc on la laisse reposer et ensuite il faut la sécher suffisamment pour être cuite à haute température, c'est-à-dire entre jusqu'à 2,5% d'humidité, autrement elle ne passerait pas dans D'accord. C'est la période de séchage, elle dure à peu près combien de temps? C'est quoi? Ça dépend des saisons, ça dépend. C'est un savoir-faire. C'est à l'œil du technicien.
c'est à l'œil du technicien. On fait quand même des contrôles labo aussi, mais c'est D'accord. évidemment pas cartésien parce que ça dépend des saisons, ça dépend du vent, ça dépend De plein de facteurs naturels. de nos besoins. Comme on travaille nos matières, ben, on a toujours des cycles d'avance, mais si jamais on est un peu en retard, on va pousser un peu plus les séchages dans certaines limites. Mais il n'y a pas de règle. Sauf à dire que plus la pièce est grosse, plus il faut aller doucement, parce qu'il ne faut surtout pas sécher l'extérieur et laisser l'humidité à l'intérieur. D'accord. Donc ça c'est tout un séchage des pièces de four. Ah oui, vous écartez avec des bouts de tube PVC, machin. Voilà, Ouais, c'est pas bête ça. Pour pouvoir empiler. Donc cette pièce, quand on la charge avec des produits qui viennent d'être fabriqués, elle est fermée pour pouvoir garder son humidité et tirer et sécher doucement. Et puis à un certain moment, on fait au contraire du courant d'air pour finir le séchage. On est dans une usine ancienne qui est installée ici depuis 1880. Même si l'entreprise avait démarré en 1840. On est toujours dans les mêmes locaux, on aime bien notre usine. Ouais. Cette usine, quand elle est visitée, elle plaît beaucoup parce que on reste dans le jus. Ouais, on reste dans le jus. Même si elle est évidemment modernisée, les toits sont refaits, des panneaux photovoltaïques ont été installés, on essaye de la tenir le plus possible en état. Si on veut un produit correctement fabriqué, il faut être très attentif à chaque phase de préparation de matière, de moulage, de séchage. Alors le séchage, on l'a vu dans des pièces de séchage. On le voit ici aussi à l'extérieur. D'accord. Ah oui, ça c'est ce qu'on voyait en néant. Tout ça c'est l'encours de séchage. D'accord, donc là ça c'est des sols. Ça des sols de four. C'est la dalle boulangère, c'est la 33-33-6. D'accord. La spéciale four à pain celle-là. La spéciale four à pain et ça depuis des années. Alors il y a d'autres dimensions, mais celle-là c'est la plus demandée. Donc 33 cm par 33 par 6 d'épais. Voilà. En terre blanche de l'arnage, 100% naturel, vous l'avez vu, de la terre, de l'eau, un séchage. Pas d'adjuvant, rien du tout, 100% bio. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Mais c'est très bien. On a aussi ici des séchoirs où on termine le séchage du produit. D'accord. Pour le cuire, il faut qu'il ait un taux d'humidité très bas, en dessous de 2,5. Donc là, ce sont des récupérations d'air chaud propre, pas les fumées, d'air chaud avec des échangeurs de calories du four, qui est juste derrière, et distribué dans la pièce. Et ensuite, on fait le vent. Donc, ce sont des pièces qu'on arrive à monter jusqu'à un peu en dessous de 100 degrés. Vous récupérez la chaleur d'une partie de la chaleur du four pour venir sécher. Ah ouais, punaise. D'accord. Ça se passe ici, la récupération de chaleur. Donc là, le four est arrêté. Au moins, on peut se parler. Donc ça, c'est le four. Ça, c'est une partie du four. D'accord. Un des deux brûleurs. Alors, je vais vous montrer les récupérations d'air chaud. Les récupérations d'air chaud se font dans les plafonds. D'accord. Un échangeur dans cette partie-là. Plus même, on a envoyé qu'on a couvert toute la partie ambiante. C'est récupéré par ce ventilateur-là. C'est envoyé dans cette gaine. Ah oui, et si besoin, c'est complété parce que là, il y a un brûleur gaz. D'accord. Si il y a vraiment un gros besoin de séchage ou qu'il y a certains moments dans l'hiver ou des fins de séchage plus importants, on peut compléter le. D'accord. Compléter l'apport calorifique. L'apport calorifique pour sécher notre produit. Non, c'est marrant ce four là en forme de rond comme ça, c'est incroyable. C'est un four lyonnais. C'est un four lyonnais. Ouais. Bon, bah c'est très bien. Oh là là, ouais. Ah, d'accord. Ah mais c'est génial. Ah mais moi je m'attendais pas du tout à ça. Donc là en fait c'est un four rond. Et donc on a des produits qui sortent, mais là c'est ouvert exprès ou c'est toujours... Là c'est jamais fermé? C'est un four très classique dans nos métiers, c'est ce qu'on appelle un four tunnel. Sauf que celui-là c'est un tunnel annulaire, c'est un anneau avec une sole tournante. C'est génial. Donc cette partie sol avance
Ouais. Donc la charge est posée ici. Donc la partie ouverte permet de charger et de décharger le produit. Donc on met des produits crus en début de cycle. Ouais. Le produit cru va faire son cycle complet de cuisson. Donc on tourne dans ce sens. Ça tourne dans ce sens-là. D'accord. Donc le produit cru rentre dans le four. Il y a à peu près 8 heures de montée à haute température. Ah oui, c'est pas un ventilateur. Hein. Ah oui, ça avance d'une demi-dalle toutes les 8 minutes. D'accord. Ça avance tout doucement. Alors on peut le faire avancer à la vitesse qu'on veut. Oui. La vitesse de cuisson dépend du produit, non pas de l'outil. D'accord. Donc 8 heures de montée à haute température, 8 heures de cuisson à 1200 degrés, 8 heures de refroidissement et en gros 8 heures de chargement-déchargement. Donc c'est un feu continu, c'est-à-dire qu'on a des équipes d'enfourneurs qui sont là tous les jours de la semaine, samedi et dimanche compris, de 8h à 11h et de 20h à 23h. Donc il n'y a pas un travail de nuit, mais il y a un travail à 2 cycles de la journée, le matin et le soir. Et donc quand ils arrivent, les produits cuits sont ici, ils défournent et renfournent des produits crus et c'est un feu continu. Et donc alors si j'ai bien compris, 8 x 3, 24, entre le moment où la brique, à peu près, hein, vous me corrigez, hein, entre le moment où la brique donc rentre, enfin la brique ou le produit, on va parler plus de produits parce qu'on a bien compris qu'il y avait plein de sortes, entre le moment où elle rentre et le moment où elle sort, il se passe 24 heures. Oui, à minima. Ah oui, donc il faut pas s'attendre, c'est pas un manège. Hein, oui, mais enfin, ça produit quand même 10 tonnes par jour. Ah ouais, donc putain, c'est quand même adapté. Hein. Oh bah alors là, je me coucherai moins con, enfin en parlant poliment, vous m'en voulez pas, parce que... Alors ça, je n'y avais jamais vu de ma vie, ça. Ah, c'est le seul qui n'ait jamais marché, c'est grâce à Jacques Fayolle d'ailleurs. D'accord. C'est un four Tijoux. Tijoux était un ingénieur lyonnais qui a mis au point ce four à sol tournante, tunnel annulaire. Il y en a 3 ou 4 qui ont été installés, mais je crois que c'est le seul qui n'est jamais tourné, et évidemment c'est le seul qui tourne encore. Donc là, c'est le seul qui tourne encore, unique en France. Il est unique. Le sol tourne, la masse passe devant les brûleurs. Donc c'est une flamme molle et donc les différences de température et de couleur entre les hauts, les bas de tas et les intérieurs peuvent varier. D'accord. Oui, mais là encore une fois, c'est important de préciser qu'on reste dans un matériau naturel et fabriqué de manière artisanale. Oui, c'est une terre cuite, oui, elle est 100% naturelle, donc elle a un dimensionnel qui peut légèrement varier un peu, des nuances, c'est ce qui fait aussi la beauté du truc. Hein. Deuxième unité de cuisson, ça c'est plus pour les produits spéciaux. D'accord. Oula, mais alors là c'est génial. Donc là la bête s'ouvre. Oh là là, ouais. Là on est privilégié, là, privilégié. C'est un four intermittent. D'accord. Il évite le travail le soir et les fins de semaine. C'est un four alternatif, c'est-à-dire qu'on le fait fonctionner quand on veut. D'accord. Et la charge est préparée sur les tables. D'accord. Avec un gros chariot, on va chercher la charge et puis on pose la charge dans le four et on ferme la porte. D'accord. Et on met le cycle de cuisson nécessaire. Donc il est intermittent, on le fait fonctionner quand on en a besoin. Les temps de cuisson et les températures ne dépendent pas des fours, mais des produits que l'on veut créer. D'accord. Pour autant, ils ont une limite, parce que de tels fours, alors on n'a jamais essayé, mais je pense que ça doit être capable de monter au moins à 1400 degrés. D'accord. Nous, on ne cuit pas, on cuit entre 180 et 1260 degrés. Puis l'atmosphère du four, est-ce qu'on fait de la réduction, est-ce qu'on fait d'oxydo-réduction, après ce sont des réglages et des savoirs. Très bon et très bien implanté en France, ça c'est plutôt bien, mais aussi à l'export. Oui, 41% de nos fours sont exportés dans près de 20 pays et sur les 5 continents, donc Japon, Australie, États-Unis, alors ça reste des petites quantités, mais on est le seul au monde à proposer un four 100% naturel en terre cuite réfractaire. Français dans le monde entier. On est les meilleurs. Donc, on équipe des écoles de boulangerie et les boulangers qui redécouvrent les qualités du pain cuit au feu de bois. Il y en a de plus en plus. Ça n'a rien à voir hein, d'ailleurs. Et c'est au fond
la genèse de Four Pagnol, on a miniaturisé les fours professionnels pour la famille. Ouais, ça c'est super. Et si on allait les voir justement ces fours? On va aller les voir. Allez. Le moteur du four, voilà. C'est-à-dire ce que l'on commercialise et que nos clients devront mettre en œuvre et finir avec un habillage qu'ils souhaitent. On en a un qui est ah oui, donc qui est là et qu'on utilise de temps en temps pour des démonstrations. Et là, on a uniquement la gamme des fours familiaux. Donc les fours familiaux, donc ça, en gros, ça c'en est un, sauf qu'il a été habillé. Oui, celui-là, on l'a habillé avec nos briquettes. D'accord. Les autres sont Ah oui, donc ça c'est, ah oui, donc on se rend bien compte, les plats, tout ça, la petite hotte. Donc ça, c'est pareil, ça, vous fournissez ça avec. Oui, on fournit le plus d'éléments possible. On a différentes formules qui permettent d'avoir la préparation à l'évacuation de fumée, les isolants nécessaires, chamois de fibre et les accessoires de cuisson qui sont évidemment utiles pour faire utiliser son four. Et les recettes de cuisine, non? Les recettes de cuisine, vous en donnez ou pas? De plus en plus sur Internet, mais alors on utilise très souvent celles de nos clients. D'accord. Hier, par exemple, on a fait une pizza abricot, amande et chocolat Valrhona. C'était très très bien. Mais j'en doute pas. Ça, c'est l'intermédiaire entre les professionnels et les particuliers. D'accord. C'est un beau four familial. Et puis c'est déjà un four productif pour un professionnel. Beaucoup de pizzerias s'équipent avec cette dimension-là de four. Il faut savoir que dans nos fours, la pizza en particulier passe très peu de temps, puisque ce sont des fours à haute température qui conservent les calories longtemps, et donc une pizza est cuite en 1 minute et demie maximum. Donc ça permet déjà de produire pour une petite unité de pizzeria beaucoup de contenter sa clientèle. Bien. Alors là, vous voyez les dimensions en 2D de nos fours. Le 120, c'est celui-là. D'accord. Donc on a aussi 180, 180L, 250. On a des fours plus importants, mais qui sont plus dédiés pour le coup à la boulangerie. Alors vous avez devant les yeux le poids de ce four. Le poids de ce four. Juste la partie moteur. Hein. Donc je fais quoi? Je dis un chiffre au pif. Allez-y, au pif. 250 kilos. Oui, vous multipliez par 4 ou 5. Par 4 là, ou 5. On a plus d'une tonne. Donc là, un four comme ça, on a plus d'une tonne de terre cuite réfractaire, accumulatrice de calories. Notre matière a une matière exceptionnelle qui est une pile à calories. Donc le bois sert essentiellement à accumuler de la chaleur, des calories dans la masse réfractaire. D'accord. Et ensuite, cette masse réfractaire va redonner la chaleur sur la longueur. D'accord. Un four chauffé ce matin sera encore à plus de 100 degrés demain matin. D'accord. Donc c'est vraiment comme les vrais fours de boulangerie ou les vrais fours qu'on voyait avant dans les hameaux. C'est pas comme, ce sont les vrais fours. Moi je dis comme. Voilà, dans le Beaujolais, dans l'Ain, dans l'Isère, en tous les cas régionalement, vous trouvez énormément de fours comme cela en terre blanche. Alors la forme peut varier. Peut-être différentes, mais très souvent ils sont en terre blanche de l'arnage. On en restaure, ça s'appelle le four banal, le four qui était autour four banal, à l'extérieur des quelques maisons du hameau, est utilisable par les différentes personnes. Ça c'était dans les années 1850, avant que le four rentre dans la maison à la fin du siècle, du 19e siècle, puisque les gens ont souhaité avoir leur propre four dans leur maison. Mais l'histoire de Fayolle, du Four Pagnol, est vraiment l'histoire du four depuis ses origines, du four en terre cuite. Parce qu'avant, il y avait évidemment des fours, mais souvent les fours étaient en pierre taillée. En pierre taillée, parce qu'on ne savait pas cuire à suffisamment haute température ce type de matière. D'accord. Donc c'est quand on est arrivé à cuire à très haute température
la terre blanche de Larnage, ou d'autres argiles aussi, que ce métier de fumiste, de monteur de briques à feu pour les fours de boulangerie essentiellement, dans nos métiers, a démarré. Ok, et ben super bien. Four de masse, peu de consommation de bois, four à tout faire. Four à tout faire. Alors, oui, de la pizza, oui, du pain, oui, des gratins, oui, des viandes, des poissons, des cuissons longues, des pâtisseries, à tout faire. À tout faire. Et tellement simplement que vous avez là une dalle qui fera barbecue, pierrade ou ce qu'on veut, mais qui est en plus auto-nettoyante. D'accord, alors auto-nettoyante par système de pyrolyse alors. À chaque chauffe, tout ce qui a pu s'accumuler au moment des cuissons. Alors, cette matière est certifiée alimentaire, donc les aliments, on les pose à même la sol. Votre côte de bœuf, vous ne la mettez pas dans un plat, vous me la posez dessus. Votre magret de canard, pareil. Non mais attendez, donc là je prépare ma côte de bœuf, donc marinade, tout le plan, je la prends, donc je balaye, je pousse les cendres au fond. Vous poussez les cendres. Je balaye tout ça. Vous balayez et puis vous posez votre comme sur une pierrade, vous posez votre de bœuf là-dessus, votre magret là-dessus, votre filet de poisson là-dessus directement. Les graisses vont s'accumuler, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe après, vous ramenez les braises, vous la cuisson d'après, pyrolyse, il n'y a plus rien. Si vous m'avez fait du poisson, demain vous faites une magret, votre magret n'aura pas le goût de poisson. Le goût de poisson. Incroyable. Donc auto-nettoyant, très simple. Ça c'est génial. Tous les fours qu'on voit qui fonctionnent restent parfaitement sains et utilisables après cuisson. Très bien. On voit d'ici, on a fait un double entrée là, hein. Voilà le four du professionnel. Donc ça c'est un four de boulangerie. Hein. Ça c'est 30 tonnes, c'est un four de boulangerie. C'est un 250 de diamètre intérieur, mais c'est une cuisson au gueulard, c'est-à-dire un foyer. Ça je connais. Voilà. Qui est à l'arrière et avec les flammes qui remontent, enfin cuisson. Sur le côté, avec les flammes qui vont arroser la chambre de cuisson, qui vont être captées par en bas, ce qui permet de ne pas avoir à nettoyer la sole entre chaque fourneau. Punaise, c'est génial. Donc ici on est sur la partie enfournement-défournement. Ok. Et puis on a la partie de ce côté chauffe. Donc ça c'est le gueulard ça. Le gueulard c'est cette forme en fonte, qui est une forme de gueule. D'accord. Qui va se placer ici. D'accord. Là on met le bois, la flamme passe par le gueulard, elle est orientée, d'ailleurs on peut orienter la flamme aussi pendant la chauffe pour que l'ensemble du four soit bien arrosé. La fumée, les fumées sont captées au fond. D'accord, c'est génial. Donc on règle aussi l'intensité de la flamme avec la sortie de fumée. Une fois que c'est chaud, on met à la place une gamelle remplie d'eau, donc on va vaporiser de l'eau dans le four et puis on va pouvoir enfourner les pâtons et les cuire. Donc tout le four là de 2 mètres et quelques est chauffé par ce petit foyer en fait. Par ce petit foyer, oui. Putain, c'est génial. Donc là la flamme sort par ce trou, donc il y a ce trou, alors par le gueulard. Hein, donc on est d'accord, donc le gueulard, on l'a vu tout à l'heure. Le gueulard se met là sur ça se pose là-dessus, oui. On est d'accord, et après ça peut être orienté, la flamme est crachée. On a un outil qui permet de la frapper, de l'orienter. La flamme est crachée, donc on arrose de flammes à l'intérieur du four. D'accord. Il reblanchit, la sole là est un petit peu, mais c'est de la farine. Hein. Oui, mais parce que vous avez casse-croûté il y a pas longtemps. Voilà, il y a une cuisson de pain il y a la semaine dernière, je crois, en fin de semaine dernière, et ça c'est de la farine, la sole n'a pas été nettoyée, mais autrement le four est tout blanc. Et donc une fois qu'il est à bonne température, on enlève ce gueulard. Donc on enlève cette pièce qui est par-dessus le trou, et on rajoute ça. On rajoute une gamelle ici. La bassine. Hop. Nickel. La gamelle est remplie d'eau, on a des compléments d'eau aussi ici. Ah oui, donc là on peut balancer et ça modifie le taux d'humidité pour le pain, la croûte. Voilà, pour la brillance du pain, il faut une ambiance humide, alors qui est donnée par le pâton, mais on peut rajouter aussi l'humidité nécessaire. D'accord. Et on n'a plus qu'à enfourner, laisser cuire et défourner. Alors le pain se cuit à température descendante, c'est pour ça qu'il ne faut plus d'apport de calories. D'accord. Le pain doit être saisi
Le pâton doit être saisi quand il rentre dans la chambre de cuisson. Il faut que la croûte se fasse rapidement, qu'il se ferme. Et ensuite, il y a toute la chimie de la pâte, du levain qui rentre en jeu. Ça, c'est le boulot d'un bon boulanger après, hein, la chimie. Voilà, oui, mais c'est de la chimie naturelle. Ok, bon bah là c'est super. On est d'accord, le particulier, il prend contact avec il nous, prend contact avec et vous, on s'occupe de lui. Et vous vous occupez, vous l'orientez vers un revendeur, etc., vers la personne la plus appropriée pour ça. Alors, on va essayer de comprendre son besoin, Très de lui bien. expliquer. On est les plus à même de répondre aux questions du client. D'accord. Ensuite, effectivement, on va lui trouver la meilleure solution pour l'acquisition, l'acquisition, le transport et le montage par nos équipes ou par des équipes agréées localement. On est d'accord, la personne qui veut acheter son four après que vous lui ayez conseillé un revendeur ou une manière de se fournir, la personne qui veut acheter son four peut très bien, si c'est un bon bricoleur averti, se charger elle-même de l'installation. Oui, la plupart de nos clients particuliers aujourd'hui se chargent eux-mêmes de l'installation. le font faire, puisqu'il faudra quand même supporter le four sur une base, il faudra l'isoler, bâtir autour, concevoir une sortie de fumée, donc il y a quand même 2-3 choses techniques à faire. Et donc il y a les différents cas, ceux qui font tout de A à Z, ceux qui font faire par leur maçon le support et qui montent quand même leur four, et puis ceux qui font tout faire parce qu'ils se sentent pas, ils ont envie de profiter de leur four et pas avoir les difficultés ou le risque ou l'inquiétude du montage. Ok. Jean, une dernière question rapide pour finir un petit peu cette visite. Demain, je suis artisan en France, artisan maçon, artisan fumiste, artisan qui a l'habitude de faire monter des inserts, des cheminées, etc., des barbecues, peu importe. Demain, je suis artisan, peu importe, dans une région française, je vois cette vidéo et je me dis, mince, ça c'est vraiment le produit impeccable à tout point de vue, et j'aimerais proposer ça à mes clients, ou j'aimerais, en tant que professionnel, pouvoir en installer pour mes clients. Donc vous proposez un accompagnement de ces professionnels. Alors d'ailleurs, vous soyez français ou européen, peu importe. Des artisans des métiers du feu ou pas. D'accord. Surtout quelqu'un qui comprend le produit et qui le respecte et qui a envie de partager cette connaissance du produit. Oui. Ici des artisans à la mise en œuvre, d'accord, les agréons, parce qu'il est important que localement et un peu partout en France, il y ait ce relais de mise en œuvre du produit. D'accord. On va recevoir ici, il y a un petit cycle de formation simple qui permet d'échanger avec Sébastien toutes les astuces pour être efficace au moment du montage. Qui est le référent technique, le référent four, qui organise les chantiers pour les fours professionnels, qui est chargé d'animer le réseau d'artisans monteurs de fours en France, à l'étranger. Et cette année, il est parti 4 fois dans des contrées un peu lointaines. L'artisan dit tiens, j'ai envie de faire ça, je prends contact avec Fayolle et je viens me former chez Fayolle. Éventuellement, si je suis un peu loin, Fayolle viendra me former sur un chantier, sur un premier chantier. Il y a différentes solutions et si on sent que c'est quelqu'un qui en a envie, et voilà, on validera rapidement ses compétences. Merci Jean pour cet accueil dans cette superbe boutique, ça m'a fait plaisir de venir. Et puis
Moi, je vous mets toutes les informations relatives au four, relatives à l'entreprise, les sites internet, les liens Facebook, etc., etc. dans la description. Je vous invite à partager, comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, en tout cas, moi j'étais content de vous faire découvrir cette entreprise. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, merci les bichons, bye!